Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon numéro 2 du droit européen matériel. Dans cette leçon, nous allons parler de la protection externe de l'espace économique et plus précisément de la politique commerciale commune. Dans une leçon numéro 1, nous avions vu les fondements ainsi que l'évolution de la politique commerciale commune depuis le traité de Rome jusqu'au traité de Lisbonne, ainsi que l'extension progressive de son champ matériel et la clarification de sa compétence exclusive. Dans cette leçon numéro 2, nous verrons la réforme profonde de la procédure des accords commerciaux internationaux, c'est-à-dire la manière dont l'Union européenne négocie, conclut et met en œuvre ces accords avec les pays tiers depuis le traité de Lisbonne. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à mon contenu, puisque ma chaîne est toute nouvelle, et donc je vais poster des vidéos le plus régulièrement possible. Asseyez-vous confortablement, nous allons commencer la leçon numéro 2. On passe maintenant à la deuxième grande partie, la réforme profonde de la procédure des accords commerciaux internationaux issus du traité de Lisbonne. Avant Lisbonne, le Parlement européen n'avait qu'un rôle purement consultatif. Il était simplement informé sans pouvoir bloquer ou approuver un accord. Depuis Lisbonne, la situation a complètement changé. Le Parlement détient désormais un véritable pouvoir d'approbation. C'est une avancée institutionnelle majeure, car plus aucun accord commercial international ne peut être conclu sans son consentement. Concrètement, la procédure actuelle de conclusion des accords internationaux se déroule en plusieurs étapes. Premièrement, la Commission européenne demande au Conseil un mandat de négociation. On parle parfois d'une feuille de route. Deuxièmement, ensuite, le Conseil adopte ce mandat, soit à la majorité qualifiée, soit à l'unanimité, selon les matières. Troisièmement, la Commission engage alors les négociations avec le ou les pays tiers, sous le contrôle d'un comité spécial composé de hauts fonctionnaires représentant les États membres. Quatrièmement, à la fin des négociations, la Commission transmet le projet d'accord au Conseil. Et cinquièmement, le Conseil peut alors approuver ou rejeter ce projet. Et enfin, dernièrement, et si le Conseil l'approuve, le texte est transmis au Parlement européen qui doit obligatoirement donner son accord. Si le Parlement rejette le texte, l'accord ne peut pas être conclu. Ce pouvoir d'approbation donne donc au Parlement un rôle décisif au même niveau politique que le Conseil. Un bon exemple de cette procédure, c'est l'accord CETA, CETA, conclu entre l'Union européenne et le Canada en 2016-2017. C'est un accord qui est mixte, c'est-à-dire qu'il contient à la fois des éléments relevant de la politique commerciale commune et d'autres qui relèvent des compétences nationales, par exemple les questions environnementales. Pour cette raison, il a dû être signé à la fois par l'Union européenne et par les États membres, puis soumis à ratification nationale. Le CETA est appliqué provisoirement depuis 2017 à environ 90% de son contenu, en attendant que tous les États l'aient ratifié. À ce jour, 15 États sur 27 l'ont ratifié, mais la France ne l'a pas encore fait, l'Assemblée nationale ne s'y est pas opposée en 2019, mais le Sénat l'a rejeté en mars 2024. Le CETA, c'est l'accord économique et commercial global signé entre l'Union européenne et le Canada. Mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un accord de libre-échange négocié entre 2009 et 2016, qui vise à faciliter notamment le commerce entre l'Union européenne et le Canada. Il a appliqué provisoirement depuis 2017, mais tous les États membres, comme on vient de le voir, ne l'ont pas encore ratifié. Que prévoit l'accord CETA ? Eh bien, il prévoit la suppression de 98% des droits de douane entre l'Union européenne et le Canada. Il prévoit aussi un accès facilité au marché public canadien pour les entreprises européennes, la reconnaissance mutuelle de certaines normes et certifications, la protection des indications géographiques et la mise en place d'un mécanisme d'arbitrage pour régler les litiges entre investisseurs et États. Et pourquoi cet accord fait débat ? Eh bien, parce que certains États et ONG craignent que le CETA affaiblisse les normes européennes, notamment environnementales et sanitaires. Le mécanisme d'arbitrage est critiqué car il permet à des entreprises d'attaquer un État si une loi nationale nuit à leur profit. En France, le Sénat
a rejeté sa ratification en mars 2024, donc il n'est pas encore pleinement en vigueur. En gros, le CETA, c'est un accord commercial entre l'UE et le Canada destiné à ouvrir les marchés et faciliter les échanges, mais ce qui suscite des débats politiques sur la souveraineté, la protection de l'environnement et la transparence démocratique. Autre illustration, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Cet accord, extrêmement vaste, a suscité de vifs débats politiques, notamment autour des questions environnementales et agricoles. En raison de son ampleur, il a été scindé en 2 textes distincts. Le rôle du Parlement européen dépend donc du type d'accord concerné. Si l'accord relève de la politique commerciale commune, donc de l'article 207 du TFUE, alors le Parlement doit donner obligatoirement son approbation. Si l'accord est mixte, donc il touche aussi à des compétences nationales, alors le Parlement doit également approuver le texte, mais il faut en plus une ratification par les États membres. Enfin, pour les accords uniquement internes à l'Union, qui ne relèvent donc pas de la politique commerciale commune, l'approbation du Parlement n'est pas forcément obligatoire, tout dépend de la base juridique utilisée. Enfin, on termine avec la 3e partie, les actes autonomes dans la mise en œuvre de la politique commerciale commune. Puisque l'Union européenne ne met pas en œuvre la PCC uniquement à travers des accords internationaux, mais aussi par des actes unilatéraux, c'est-à-dire décidés seuls, sans négociation avec des pays tiers. Depuis le traité de Lisbonne, ces actes prennent nécessairement la forme de règlements, adoptés selon la procédure législative ordinaire, donc par le Parlement européen et le Conseil ensemble. Ils concernent notamment les droits anti-dumping, les droits anti-subvention, la lutte contre la contrefaçon et les relations commerciales sensibles, en particulier avec la Chine. Ces actes permettent à l'Union de protéger ses intérêts économiques et d'intervenir rapidement sans devoir passer par de longues négociations internationales. Mais avant de reprendre, petit rappel pour celles et ceux qui n'ont pas vu la première leçon. On avait vu que la politique commerciale commune, ou PCC, a été créée dès le traité de Rome en 1957. À l'origine, elle visait surtout le commerce des marchandises, avec un tarif douanier commun et la renonciation des États à leur souveraineté tarifaire. L'idée, c'était que l'Europe parle d'une seule voix face au reste du monde. Ensuite, la Cour de justice a joué un rôle central. Elle a élargi la compétence commerciale de l'Union dans plusieurs avis et arrêts, jusqu'à ce qu'on arrive à une vraie clarification avec le traité de Lisbonne en 2009. Ce traité a élargi la politique commerciale commune aux services, aux investissements étrangers directs et aux aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Finalement, la PCC, c'est aujourd'hui l'ensemble des règles et accords par lesquels l'Union européenne gère ses relations commerciales avec le reste du monde, en agissant de manière unifiée. La politique commerciale commune, c'est la politique extérieure de l'Union européenne dans le domaine du commerce international. On aborde maintenant la partie consacrée à la mise en œuvre de la politique commerciale commune. La mise en œuvre de la PCC repose sur 2 éléments. D'une part, les instruments dont dispose l'Union européenne, et d'autre part, les contraintes qui encadrent son action. Mais ces contraintes, on les verra plus tard. Commençons donc par les instruments. L'Union dispose de 2 grandes catégories d'outils. Premièrement, les instruments défensifs, destinés à protéger l'Union contre les pratiques commerciales déloyales ou nuisibles venues de l'extérieur. Deuxièmement, des instruments offensifs, qui visent à promouvoir l'ouverture commerciale européenne qu'on étudiera dans un second temps. On s'intéresse ici aux instruments défensifs, c'est-à-dire à la manière dont l'Union se protège face à la concurrence mondiale. Premier instrument, le tarif douanier commun. C'est le pilier historique de la PCC. Il s'applique à toutes les importations en provenance de pays tiers et il garantit une protection uniforme des États membres vis-à-vis de l'extérieur. Aujourd'hui, son niveau moyen est relativement faible, ce qui reflète finalement la politique de libre-échange de l'Union. En revanche, il subsiste des pics tarifaires sur certains secteurs sensibles, comme l'acier ou les produits agricoles, où l'Union cherche à protéger ses filières stratégiques. Deuxième instrument, le régime de mesures de sauvegarde sur les importations. Ce régime repose sur le règlement numéro 3285
94 du 22 décembre 1994, régulièrement révisé la dernière fois en 2015. Il permet à l'Union de réagir rapidement lorsqu'une hausse brutale d'importation menace une production européenne. Concrètement, la Commission peut ouvrir des enquêtes, placer certaines importations sous surveillance, fixer des contingents, voire interdire temporairement certaines importations. Ces mesures peuvent être demandées soit par un État membre, soit directement par la Commission européenne. Elles sont temporaires pour une durée comprise entre 200 jours et 3 ans et visent à éviter un préjudice grave pour l'industrie européenne. Troisième instrument, la lutte contre les pratiques déloyales. Elle comprend plusieurs volets. Le dumping, qu'on a vu dans la première leçon, les subventions, la contrefaçon et plus récemment, le contrôle des investissements étrangers. L'Union dispose d'un règlement anti-dumping en vigueur depuis 1995 et révisé notamment en 2018, et d'un règlement anti-subvention adopté en 1997 et modifié en 2022. Pour rappel, le dumping, c'est quand une entreprise vend un produit à l'étranger moins cher que sur son propre marché, voire parfois en dessous de son coût de production. Le but, c'est de conquérir un marché en éliminant la concurrence locale, mais cette pratique est considérée comme déloyale parce qu'elle fausse la concurrence. C'est pourquoi l'Union européenne peut réagir en imposant des droits anti-dumping, des taxes supplémentaires sur ces produits pour rétablir un prix juste et protéger ces entreprises. Et donc, le règlement anti-dumping et le règlement anti-subvention permettent à l'Union d'imposer des droits de douane supplémentaires pour compenser ces pratiques de dumping ou les aides d'État étrangères jugées déloyales. S'y ajoute tout un arsenal contre la contrefaçon qui s'est renforcé au fil des années. La première législation date de 1986, puis la directive 2004-48 du 29 avril 2004, transposée en France en 2007, a marqué une étape majeure. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, la contrefaçon représente entre 5 et 10% du commerce mondial, avec plus de 200 millions d'articles saisis chaque année. Les pertes sont estimées entre 500 et 800 millions d'euros pour les entreprises européennes, et environ 100 000 emplois détruits, dont 30 000 en France. Les produits les plus concernés sont les articles de luxe, les parfums ou les cosmétiques, les jouets, les supports multimédia, les pièces détachées et les médicaments, dont 90% des versions contrefaites sont vendues sur Internet. Pour faire face à cette menace, la Commission a proposé dès 2005 un renforcement du volet pénal, et en 2009, elle a créé l'Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage, qui réunit États, entreprises et associations de consommateurs. Enfin, un dernier instrument défensif plus récent complète cet ensemble, le règlement numéro 2019-452 sur le filtrage des investissements étrangers dans l'Union. L'objectif ici, c'est de protéger les actifs stratégiques européens, par exemple dans l'énergie, les technologies ou la défense, face à des rachats agressifs par des acteurs étrangers. En 2024, la Commission a d'ailleurs proposé de renforcer ce dispositif, en réponse notamment à certaines stratégies d'acquisition venues de Chine. Ces instruments défensifs, en fait, ils montrent que même si l'Union européenne reste profondément attachée au libre-échange, elle s'est toutefois dotée d'un véritable bouclier commercial pour protéger ses intérêts économiques face au déséquilibre du commerce mondial. Passons maintenant à la deuxième catégorie d'outils, les instruments offensifs de la politique commerciale commune. Contrairement aux instruments défensifs qui servent à se protéger, les instruments offensifs ont pour but d'ouvrir des marchés à l'étranger et de défendre activement les intérêts économiques de l'Union sur la scène internationale. Ils reposent sur deux grands leviers. D'abord, la négociation d'accords commerciaux, ensuite, l'utilisation du mécanisme de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Premièrement, la négociation d'accords commerciaux. L'Union européenne agit ici à la fois par la voie bilatérale et par la voie multilatérale. La voie bilatérale, c'est quoi ? Eh bien, c'est celle des négociations directes entre l'Union et un ou plusieurs États tiers. Historiquement, on peut citer les accords conclus dans les années 1990 avec les États-Unis, dans des secteurs comme l'acier,
l'aéronautique ou bien l'agroalimentaire. En 91, un accord avec le Japon qui visait à limiter les exportations de voitures japonaises vers l'Europe. Plus récemment, l'Union a signé de nombreux accords de libre-échange avec des partenaires importants, la Corée du Sud, le Canada avec le CETA, le Singapour, le Mercosur, ou encore la Nouvelle-Zélande. D'autres négociations sont toujours en cours, notamment avec la Chine et l'Inde. Aujourd'hui, l'Union européenne dispose d'environ 42 accords de libre-échange, couvrant 74 partenaires, ce qui en fait l'un des acteurs commerciaux les plus présents au monde. Enfin, la voie multilatérale, quant à elle, s'exerce dans le cadre de l'OMC. Après les accords de Marrakech, un nouveau cycle de négociations appelé cycle de Doha a été ouvert en 2002. Il devait moderniser les règles internationales, en particulier sur l'agriculture et les services. Mais ces négociations ont très vite rencontré des blocages. Les États développés et les pays émergents n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les subventions agricoles ou les droits de douane. Résultat, le multilatéralisme commercial est quasiment à l'arrêt depuis plus de 15 ans. Beaucoup considèrent que l'OMC est aujourd'hui cliniquement morte, une expression qui traduit sa paralysie institutionnelle, aggravée encore par la crise sanitaire mondiale. Il existe toutefois quelques progrès récents. En juin 2022, un accord multilatéral sur les subventions à la pêche a été adopté pour lutter contre la surpêche. Deuxième levier offensif, l'utilisation du mécanisme de règlement des différends de l'OMC. Ce mécanisme permet à l'Union européenne de défendre activement ses entreprises face à des obstacles commerciaux posés par d'autres pays. La base juridique ici, c'est le règlement numéro 3286-94 du Conseil du 22 décembre 1994, qu'on appelle souvent Règlement sur les obstacles au commerce, ou ROC. Ce texte permet à une entreprise européenne confrontée à un obstacle commercial dans un pays tiers de saisir la Commission européenne. La Commission peut alors ouvrir une enquête et, si nécessaire, déposer une plainte officielle devant l'OMC. Ce mécanisme est régulièrement utilisé, surtout dans des secteurs comme le textile ou l'acier. Par ailleurs, il faut noter que les États membres peuvent aussi saisir l'OMC directement, et c'est encore aujourd'hui le cas le plus fréquent. L'Union européenne a ainsi recours depuis une vingtaine d'années à l'action contentieuse offensive devant l'OMC pour forcer l'ouverture de certains marchés étrangers, notamment en Asie. Parmi les exemples d'actions engagées par l'Union, on peut citer l'affaire FSC, Foreign Sales Corporation, sur les subventions américaines jugées contraires aux règles de l'OMC. Il y a aussi le litige sur l'acier, lié aux surtaxes imposées par le président Trump en 2018, ou encore le conflit Airbus-Boeing, avec des plaintes croisées entre l'Union européenne et les États-Unis sur les aides publiques versées à leurs constructeurs respectifs. L'Union a aussi parfois été attaquée à son tour par les États-Unis et le Canada dans les affaires du bœuf aux hormones, de l'amiante ou des OGM, par la Chine dans l'affaire des panneaux solaires, ou encore par des pays d'Amérique latine dans la célèbre affaire des bananes. Pour vous expliquer, l'affaire du bœuf aux hormones, en fait, l'Union européenne avait interdit l'importation de viande bovine provenant d'animaux traités avec certaines hormones de croissance. Et les États-Unis et le Canada ont saisi l'OMC, estimant que cette interdiction violait les règles sanitaires et phytosanitaires de l'OMC. Ensuite, sur l'affaire des panneaux solaires, entre la Chine et l'Union européenne, c'était dans les années 2012-2013, l'Union européenne elle a ouvert une enquête anti-dumping et anti-subvention sur les panneaux solaires importés de Chine, qui représentaient plus de 21 milliards d'euros en 2011. Et ensuite, sur l'affaire des bananes, notamment sur le régime communautaire d'importation de bananes, l'Union européenne a été mise en cause devant l'OMC pour son régime d'importation des bananes, donc accès des pays d'Amérique latine. Encore une fois, ici, l'Union européenne était partie défenderesse dans une contestation de son régime commercial. On termine avec la partie consacrée aux contraintes qui pèsent sur la politique commerciale commune avant de clôturer cette leçon. Ces contraintes
proviennent essentiellement du principe de libéralisation des échanges mondiaux, consacré d'abord par le GATT en 1947, puis par l'Organisation mondiale du commerce en 1995. Autrement dit, l'Union européenne ne peut pas mener sa politique commerciale comme elle le souhaite. Elle doit respecter les règles du commerce international qu'elle a elle-même contribué à établir. Donc la première contrainte ici, c'est la baisse du tarif douanier commun. Parce que sous l'effet des accords multilatéraux, les droits de douane ont considérablement diminué. Au niveau mondial, la moyenne est passée d'environ 40% en 1948 à 4% en 1994. En Europe, la moyenne a chuté de 13% à moins de 4%. Cette ouverture progressive reflète la logique du libre-échange. L'Union protège moins son marché intérieur, mais bénéficie en retour du démantèlement tarifaire chez ses partenaires. Deuxième contrainte, la remise en cause des préférences commerciales. L'Union ne peut plus accorder librement des traitements préférentiels à certains pays en développement, comme les pays ACP ou méditerranéens, si cela désavantage d'autres pays du Sud. C'est la fameuse clause de la nation la plus favorisée, issue du GATT, selon laquelle tout avantage commercial accordé à un pays doit être étendu à tous les autres membres de l'OMC. Les pays ACP, ce sont les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce groupe regroupe environ 79 États qui ont signé avec l'Union européenne des accords de partenariat, destinés notamment à favoriser leur développement économique et commercial. Troisième contrainte, l'adaptation du volet externe de la PAC, puisque les règles de l'OMC ont limité les subventions et aides agricoles européennes, jugées trop distorsives pour le commerce international. Quand on dit que les règles de l'OMC ont limité les subventions agricoles européennes, ça veut dire que l'Union européenne ne peut plus aider ses agriculteurs comme avant, car certaines aides faussaient la concurrence mondiale. En fait, le problème à la base, c'est qu'avant les réformes, l'Union européenne subventionnait massivement sa production agricole. Elle garantissait des prix minimums, même si le marché mondial était plus bas. Et elle aidait à l'exportation pour écouler les excédents. Résultat, les produits agricoles européens devenaient moins chers à l'exportation, ce qui désavantageait les pays pauvres et brouillait la concurrence internationale. Et là, ce que dit l'OMC, c'est que l'OMC encadre ces aides à travers l'accord sur l'agriculture de 1995. Les aides publiques sont classées en 3 boîtes. Boîte rouge, ce sont les aides interdites, celles qui faussent le commerce, comme les subventions à l'exportation. Boîte orange, aides autorisées dans une limite, par exemple soutien des prix. Et boîte verte, aides autorisées parce qu'elles ont peu d'effet sur le commerce, comme les aides à la transition écologique, au développement rural, à la qualité, etc. Donc la conséquence pour l'Union européenne, c'est que l'Union a dû réformer sa politique agricole commune, en supprimant progressivement les aides à l'exportation, en découplant les aides, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent plus de la quantité produite, et en intégrant des critères environnementaux et durables, c'est ce qu'on appelle la conditionnalité. Et là vous me direz, mais quel est le rapport avec la PCC, la politique commerciale commune ? Eh bien le lien entre la PAC et la PCC, c'est que toutes deux concernent le commerce des produits agricoles, mais à 2 niveaux différents. La PAC agit à l'intérieur de l'Union, alors que la PCC agit à l'extérieur. La PAC fixe les règles de production, de soutien et de financement pour les agriculteurs européens. Son but, c'est de protéger et stabiliser le secteur agricole européen, tandis que la PCC, elle encadre les relations commerciales avec les pays tiers. Son but, c'est de déterminer comment l'UE échange avec le reste du monde. Le problème, c'est que les deux politiques se croisent. Les règles de la PCC doivent être compatibles avec les engagements internationaux de l'Union dans le cadre de l'OMC. Or, certaines pratiques de la PAC ont été jugées incompatibles avec les principes du libre-échange mondial, dont les aides à l'exportation. Donc les subventions agricoles internes, la PAC, avaient des effets sur le commerce extérieur, la PCC, car elle permettait à l'UE d'exporter à des prix artificiellement bas. Résultat, les règles de l'OMC ont forcé l'Union européenne à réformer la PAC pour ne plus fausser le commerce international, afin que la PCC reste conforme au droit mondial du commerce. Donc le lien entre PAC et PCC, c'est celui qu'il y a entre la production agricole européenne et sa mise sur le marché mondial. C'est pour ça qu'on parle de contraintes.
Donc pour passer à la quatrième contrainte, la réduction des obstacles non tarifaires. L'accord SPS pour Sanitary and Phytosanitary Measures, avec mon super accent anglais, signé en avril 1994, encadre les normes sanitaires et phytosanitaires. Les États peuvent maintenir des normes de santé ou de sécurité, mais uniquement si elles sont scientifiquement justifiées et ne dissimulent pas du protectionnisme. L'exemple typique, c'est l'affaire du bœuf aux hormones. C'est quand les États-Unis et le Canada ont attaqué l'Union européenne devant l'OMC pour avoir interdit la viande traitée aux hormones. L'OMC a jugé que l'interdiction violait l'accord SPS. L'Europe a malgré tout maintenu l'interdiction, ce qui a conduit à des mesures de rétorsion américaines et canadiennes. Le conflit a finalement été réglé à l'amiable plusieurs années plus tard. A l'inverse, dans l'affaire des produits dérivés du phoque, en 2014, l'OMC a donné raison à l'Union européenne. Elle a reconnu que l'interdiction européenne était légitime pour des raisons éthiques, notamment la lutte contre la chasse cruelle. Cinquième contrainte, les nouveaux outils environnementaux. L'Union européenne a mis en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, entré en vigueur à titre expérimental le 1er octobre 2023, pour devenir pleinement opérationnel en 2026. Ce mécanisme impose aux importateurs de produits à forte intensité carbone, comme l'acier, l'aluminium ou le ciment, de déclarer les émissions liées à leur production. L'objectif, c'est d'éviter les délocalisations polluantes, ce qu'on appelle le dumping environnemental. Enfin, sixième et dernière contrainte, l'accord politique Union-États-Unis du 27 juillet 2025. Cet accord fait suite à la hausse unilatérale des droits de douane américains décidée par le président Trump. Il a été conclu par la présidente de la Commission européenne et vise à apaiser les tensions commerciales. Attention toutefois, il ne s'agit pas d'un accord juridique au sens des traités, donc ce n'est pas un texte soumis au Conseil ni au Parlement européen. C'est plutôt ce qu'on appelle une feuille de route diplomatique, sans valeur normative, mais qui montre comment l'Union doit parfois composer avec les contraintes politiques de ses partenaires. Donc pour résumer, ces différentes contraintes, elles rappellent que la politique commerciale commune ne s'exerce pas en dehors du monde, elle doit respecter les règles du commerce international, elle doit s'adapter aux enjeux agricoles et environnementaux, elle doit gérer les rapports de force politiques avec les grandes puissances commerciales. C'est ça toutes les contraintes que l'on vient d'énumérer. C'est ainsi que nous terminons la leçon numéro 2 sur la politique commerciale commune par les 10 points essentiels à retenir sur la protection externe de l'espace économique. Premièrement, définition et fondement. La politique commerciale commune, instaurée par le traité de Rome de 1957, c'est la politique extérieure de l'Union en matière de commerce international. Elle découle directement de la création de l'Union douanière et repose sur un tarif douanier commun. Sa base juridique, ce sont les articles 206 et 207 du TFUE. Deuxièmement, la compétence exclusive de l'Union. La PCC relève exclusivement de l'Union européenne. Les États membres ne peuvent plus agir seuls dans ce domaine depuis le 1er juillet 1968. L'Union négocie, signe et applique les accords commerciaux au nom de tous les États membres. Troisièmement, l'extension du champ d'application. Le champ matériel de la PCC s'est élargi avec le temps. Au départ, elle visait les marchandises, puis la Cour de justice et le traité de Lisbonne l'ont étendu aux services, investissements étrangers directs et aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Quatrièmement, l'article 207 TFUE, c'est le texte central. Il fixe les domaines couverts, tarifs, accords commerciaux, propriété intellectuelle, investissements directs, exportation et mesures anti-dumping. Il consacre aussi le rôle de l'Union comme acteur global du commerce mondial. Cinquièmement, les réformes du traité de Lisbonne. Lisbonne a clarifié la compétence exclusive de l'Union, intégré les nouveaux domaines, services, propriété intellectuelle, etc., donné un rôle décisif au Parlement européen qui doit désormais approuver tout accord commercial international, comme par exemple le CETA ou le Mercosur. Sixièmement, la procédure de conclusion des accords commerciaux. Voici les étapes principales, très simplifiées. La Commission demande un mandat au Conseil,
le Conseil autorise la négociation, la Commission négocie avec les pays tiers, puis le Conseil et le Parlement européen doivent ensuite approuver l'accord. Et si le Parlement rejette, l'accord ne peut pas entrer en vigueur. Septièmement, les instruments de la PCC. Deux types d'instruments, défensifs et offensifs. Les instruments défensifs, c'est le tarif douanier commun, les mesures de sauvegarde, anti-dumping, anti-subvention, la lutte contre la contrefaçon, le filtrage des investissements étrangers. Il s'agit du règlement 2019-452. Et les instruments offensifs, négociation d'accords commerciaux, bilatéraux et multilatéraux, et actions contentieuses à l'OMC. Huitièmement, action à l'OMC. L'Union agit activement dans les différends commerciaux. Il y a les différends offensifs et les différends défensifs. Pour les différends commerciaux offensifs, il y a les affaires Airbus-Boeing, l'affaire acier de Trump, subvention américaine, FSC. Et puis, sur les différents commerciaux défensifs, ce sont les affaires du bœuf aux hormones, de l'amiante, des bananes ou des panneaux solaires chinois. Neuvième, les contraintes de la libéralisation mondiale. Les règles du GATT puis de l'OMC limitent l'autonomie de la PCC. Baisse générale des droits de douane de 13% à moins de 4% en Europe. Fin des préférences unilatérales des pays ACP. Réforme de la PAC, aide découplée, respect de l'accord agricole de l'OMC et les réductions des obstacles non tarifaires. Donc la réduction des obstacles non tarifaires, notamment suite à l'affaire du bœuf aux hormones. Et enfin, les évolutions récentes et les enjeux actuels. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, une phase qui est en phase test depuis octobre 2023, avec une application complète en 2026. L'accord politique entre l'Union européenne et les États-Unis en 2025, très récent, qui est une réponse diplomatique à la hausse des droits de douane américains. Et enfin, la PCC qui devient un instrument stratégique, mêlant économie, environnement et diplomatie. C'est la fin de cette leçon numéro 2, je vous remercie et je vous invite à écouter la leçon numéro 1 si vous ne l'avez pas déjà fait et à vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée.